Impeccablement située dans l'angle occidental de la Méditerranée qui sépare les Alpes des Pyrénées, la Provence est l'un des plus importants carrefours de notre histoire. De par son nom déjà, hérité du terme latin de provinciae, donné par les Romains aux régions rattachées à l'Empire. Par sa position géographique ensuite, qui relie la Méditerranée à l'Atlantique, et que de nombreux peuples, des Phéniciens aux Grecs, des Celtes aux Romains, ont investi dans l'Antiquité. Le long des voies pavées par l'Empire naissant, nous allons parcourir les antiques sentiers provençaux de l'histoire gallo-romaine. Depuis le mont Ventoux jusqu'à la plaine de Beaucaire, arrosée par le Rhône, nous découvrirons les environs de l'antique cité de Vaison-la-Romaine. Dans les vignes face aux célèbres dentelles de Montmirail, Valerio Bello, gallo-romain convaincu, marche sur les traces d'Adrien, empereur dont le règne a changé la Provence et qui l'incarne littéralement. En fait, ce que nous voyons ici, on a un petit aperçu de ce qu'il y avait même il y a déjà 2000 ans en arrière. Déjà, les Romains cultivaient la vigne. D'ailleurs, l'empereur Adrien lui-même, on sait qu'en 121-122, est passé par ici et même est venu sur Vaison-la-Romaine. Et je pense lui-même ici, il y a 2000 ans, enfin 1900 ans en arrière, il a dû venir caresser ses vignes. Il faut savoir que la Provence, elle a un paradoxe. C'est une région qui est riche parce qu'elle rappelle indirectement la Grèce et la Toscane. Nous avons les mêmes éléments ici. Nous avons la vigne, nous avons les oliviers, le blé. Elle avait une valeur économique même à l'époque romaine. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est un pays qui est riche aussi à la fois par ses pierres. D'ailleurs, je viens de trouver une ammonite. À l'époque romaine, ça avait même un symbolique divin, car on savait que le Jupiter des Grecs, Jupiter Ammon, avait la corne de bélier représentée, comme Alexandre le Grand. Et vous voyez, en fait, on disait que c'était les cornes d'Ammon qui étaient tombées des cieux. Donc, d'un côté, elle avait un côté un peu magique, cette province. Pour un enfant comme moi, qui a commencé à l'âge de 6 ans, à m'intéresser aux livres d'histoire, à essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y avait ici avant. Il y avait les Gaulois, donc les Celtes. Ensuite, les Romains ils sont arrivés ici. Mais quels Romains? C'était Jules César? Non. Les premiers Romains qui sont venus ici, bien avant, c'était Pompeius Magnus, le Pompée le Grand. Donc, à petit, avec l'évolution, on commence à comprendre que Jules César, lorsqu'il est venu ici, déjà, cette province était déjà romanisée. Ce n'était pas la Gaule barbue, brute, comme on a tendance à se l'imaginer. Parce que les Gaulois d'ici ne portaient pas la barbe, se rasaient de très près, étaient très classe, très propres, bien vêtus. Et les Romains, lorsqu'ils sont arrivés derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté aussi leur mode. Ils ont construit leur temple, et ainsi de suite. Ce qui est beau dans cette Provence, c'est qu'on voit des temples romains, on voit des théâtres, celui de Vaison-la-Romaine. On se dit, ah, les Romains ont construit ça. Faux. Ce sont les Gaulois qui se sont imprégnés de l'art romain, et ce sont les Gaulois qui ont construit ces monuments avec l'aide des Romains. À la moitié du premier millénaire avant notre ère, les Celtes occupent la majeure partie de ce qui deviendra la France. De nombreuses tribus cohabitent alors, et si des conflits persistent parfois, cette période correspond davantage à un développement économique local
et à un essor des échanges commerciaux. À cette époque, des comptoirs grecs s'installent sur toutes les côtes de la Méditerranée. Dans le sud de la France, les Phocéens créent la ville de Massilia, pivot de l'occupation qui va petit à petit se renforcer jusqu'à l'établissement par l'Empire de la province de Gaule transalpine aux environs de -200. Au centre de cette province, la ville de Vasio, connue aujourd'hui comme la bien nommée Vaison-la-Romaine. Par un traité passé entre l'Empire et la tribu celtique des Vauconces, elle devient un exemple typique de l'épanouissement du mode de vie romain dans la région. Le chemin de la Pousterle est l'un des nombreux sentiers qui serpentent dans ces reliefs provençaux. C'est ici que Anna Maria Mellard, passionnée depuis toujours par le monde gallo-romain, nous emmène vers l'antique cité de Vaison-la-Romaine, royaume des Vauconces, l'une des nombreuses tribus celtes qui occupent alors la région. Il y avait les Vauconces, les Allobroges, les Salians qui vendaient leurs denrées agricoles. Ils pouvaient très bien les vendre vers la Grèce, vers l'Italie. Et donc tous ces échanges commerciaux, forcément, ça va créer des liens. Ils sont en tribu et ils sont indépendants. La Pousterle, non, c'est pas ça. Si. On est à 800 mètres. Au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains commencent l'annexion de la péninsule ibérique. La route qui vient de Rome et mène au sud de l'Espagne devient donc un enjeu stratégique pour l'Empire, qui progressivement renforce sa présence militaire en même temps que son emprise commerciale. En 118, Cnéus a une Barbus, Domitius, il va être chargé de commencer à tracer la vie à Domitia. Pourquoi? Parce que l'Espagne, c'était déjà donc une province qui appartenait à Rome, et du coup, ça permettait de créer une liaison terrestre entre les Pyrénées, l'Espagne et aussi l'Italie. Avec l'achèvement de la voie Domitia en -118, la Gaule transalpine, bientôt renommée Narbonnaise, profite du commerce et de l'amélioration des infrastructures par les Romains. Cette période marque les débuts d'une civilisation dite gallo-romaine, pacifique, commerçante et plutôt décalée des réalités du monde gaulois d'alors. Avant de se lancer à la conquête de la Gaule, Jules César sera proconsul de la Narbonnaise pendant 8 ans. Il régnera pendant cette période et, selon ses dires, sur une région calme et loyale, idéal exemple de la Pax Romana. On construit les villes avec les thermes, le théâtre, les loisirs, l'eau, apporter l'eau, l'hygiène, ça veut dire confort, ça veut dire luxe. Et évidemment, on apprécie aussi tout ça parce que les personnages de l'aristocratie locale, eh bien, ont adhéré à cette culture latine. Ce confort que l'on retrouve dans certaines maisons de l'Antiquité, et même si on n'était pas riche, on avait quand même la possibilité d'aller chercher l'eau coulée. Ça, c'est un apport essentiel. Ces grands aqueducs, toutes les villes étaient arrosées, elles avaient de l'eau, et ensuite on distribuait dans la cité, dans les thermes, dans les fontaines publiques. Celui qui n'avait pas d'eau courante chez lui, il allait à la fontaine. Mais il faut aussi, je pense, rappeler une chose. Rome accepte, tolère les divinités locales. Je vous cite un exemple. À Vaison, vous avez Vasio, protectrice de la cité. Et donc, cette tolérance, ça aide à romaniser. Et il va y avoir donc une symbiose. Donc les Gaulois vont aussi adopter les divinités latines, gréco-latines. C'était, si j'ose dire, comme une mode qui traversait tout ce territoire avec ces nouvelles villes. On va porter la toge si on fait partie des citoyens. On va apprendre aussi le latin. Les Gaulois étaient preneurs. Alors ici, pour aller à la Pousterle, c'est là, voilà, c'est là où j'hésite toujours. Soit on va à droite, le chemin il est là-bas,
c'est pas à gauche, ça doit être par ici, parce qu'on voit le symbole. C'est ici où j'aime beaucoup. Cette végétation se calme, pas de pluie et pas de soleil qui nous écrase. Voilà la Pousterle, une porte, j'adore. Et ici, vous allez jusqu'à Malocène, et donc on a cette magnifique vue à cet endroit. Le chemin de la Pousterle est l'un des nombreux sentiers qui se croisent autour des dentelles de Montmirail. En les empruntant, on rejoint les villages alentours et surtout le centre même de Vaison-la-Romaine. La ville de Vaison, nommée Vasio-Vocontiurum au IVe siècle avant notre ère, avec l'arrivée de la tribu celtique des Vocons, devient bientôt l'une des plus riches cités de toute la Gaule transalpine. Les investissements romains y sont nombreux et en font rapidement un exemple de gallo-romanisation pacifique pour le plus grand avantage de la bourgeoisie Voconce et d'une population satisfaite du confort, tout comme de la paix qui règne sur la région. En fait, on va lancer cette ville à un endroit où il pouvait y avoir des fermes qui existaient déjà, donc il a fallu s'adapter. Ça va se faire à partir des années 30-40 avant Jésus-Christ. Et ensuite, pendant tout le 1er siècle après Jésus-Christ, on va vraiment bâtir. Cette voie d'allée, elle est doublée. Vous avez toute une colonnade qui sépare la rue en deux. Donc cette partie à gauche, c'est la voie carrossable. Elle est constituée des dalles très irrégulières parce que bien évidemment par ici, il y avait la circulation des chars avec les chevaux. Nous sommes là sur un axe assez important de Vasio parce que en descendant cette rue, on arrive à la grande place administrative, religieuse, politique, le Forum. Cette voie commerçante, vous pouvez imaginer le bruit à l'époque, parce qu'avec le commerce, avec les marchands qui sortaient, qui vendaient, vous avez une dizaine, douzaine de boutiques jusqu'en bas. Donc du coup, les clients, les Vaisonnais, étaient à l'abri, puisqu'il y avait un étage, à chaque boutique, il y avait un étage qui était soutenu par ces colonnes. Donc quand on venait faire les courses, on n'avait pas le soleil sur la tête, ni la pluie. Comme c'est encore le cas dans de nombreux marchés orientaux, les allées commerçantes romaines étaient d'une manière ou d'une autre protégées du soleil et des intempéries. Et là, on commence à voir quelques vestiges des thermes publics, les bains publics et le grand jardin que vous avez là-bas entouré des colonnes, en péristyle, c'était la palestre des bains publics. La palestre, c'est le gymnase, c'est là où on fait du sport. Et là, vous avez des latrines ici. C'est un endroit très convivial chez les Romains. On n'est pas forcément seul quand on va faire ce besoin, mais ils ont tout ce système d'hygiène avec de l'eau qui passe et surtout, tout était évacué vers les égouts. Comme un exemple frappant de la richesse des habitants de la cité au 1er siècle, la maison au Dauphin est l'un des sites les mieux documentés par les archéologues et a donné lieu à des reconstitutions en images de synthèse. Donc cette domus, grande maison, et ici vous avez l'atrium, le bassin, l'impluvium.
C'est un endroit qui leur apportait beaucoup d'air, beaucoup de lumière. Et dans un premier temps, l'atrium dans les domus, la première fonction, c'était de récupérer l'eau de pluie dans le bassin. Mais par la suite, on va garder un atrium parce que c'est bien pratique pour aérer et éclairer les maisons. Vous avez le triclinium, c'est une salle à manger. L'art de vivre, donc, c'est de s'installer sur 3 lits quand on fait partie d'un certain standing social. Et apparemment, c'était là, la salle à manger, le triclinium avec les 3 banquettes. Et puis, nous arrivons à ce grand jardin avec toutes les colonnes autour, mais toujours les perspectives dans ces maisons du 1er et 2e siècle, les grandes demeures. Vous avez des vues imprénables sur le jardin, sur le bassin, sur les fontaines. Signe probant de l'importance de la ville, elle possède également un grand théâtre. Le théâtre de Vasio a été construit en s'appuyant sur le flanc d'une colline. Les spectateurs y pénétraient par un tunnel suivi d'une longue allée destinée à canaliser l'entrée du public. On sait très bien que les Romains héritent le théâtre grec. On nous parle très souvent quand on arrive ici des gladiateurs et tout ça. Non, dans un théâtre, normalement, vous avez les jeux scéniques. Donc, ce sont des pièces de théâtre, ce sont des mimes, pantomimes. Ça pouvait durer, il y avait des séquences, par exemple, toute une journée. Et les gens adoraient venir, bien sûr, au spectacle. C'est aussi une façon de faire des rencontres, hein, on le sait tous. Là, nous sommes très pauvres, nous sommes la plèbe, puisqu'on va s'installer là-haut, au haut des gradins. Les magistrats, c'est en bas. Donc les couches sociales sont respectées. Vous savez, on dit très souvent que le théâtre est une sorte aussi de... C'est comme un véhicule de romanisation. Forcément, les acteurs jouaient en latin. Donc du coup, même si on ne parle pas le latin, on était obligé de l'écouter. Ça adhère toutes les populations, que ce soit la péninsule ibérique, que ce soit les îles britanniques, l'Afrique du Nord. Le théâtre, il sert au spectacle, mais il sert aussi à rassembler les gens et à apprendre, grâce aux pièces de théâtre, on savait tout ce qui s'est passé à Rome, par exemple. Parmi les nombreux apports de la culture romaine, il est un objet petit par la taille, mais énorme par le nombre d'exemplaires retrouvés, notamment dans la région. La lampe à huile, si son principe était connu des Gaulois, a été popularisée sous sa forme romaine, comme celle que fabrique Julien Charles, agent du patrimoine et parfois potier. Je vais donc vous montrer la confection d'une lampe à la romaine, donc à l'époque romaine. Donc les lampes pour pouvoir s'éclairer. Vous avez 2 parties de moule, donc le négatif, le bas et le haut. On va étaler la terre. L'épaisseur va être donnée par l'épaisseur de cette petite planchette que je vais mettre de part et d'autre. Et je vais rouler ma terre. Voilà, pour avoir l'épaisseur voulue de quelques millimètres. Là, je coupe en 2 et je vais appliquer donc mon épaisseur voulue dans le moule du réservoir. Comme ceci. J'applique au fond, je reviens bien sur les bords. Alors l'avantage du plâtre, c'est que quand on applique cette terre qui est humide, justement, qui contient de l'eau, le plâtre va absorber l'humidité de la terre, qu'en fait, en attendant un petit peu, la terre va se rétracter et va pouvoir se démouler correctement. Donc on prend le moule et on essaye de démouler. Voilà. Les Gaulois avaient déjà la façon de la poterie, bien sûr, mais rudimentaire. Les Romains sont arrivés, l'ont un petit peu appris, on va dire. Donc là, c'est le disque, même principe. J'applique bien. Alors là, il y a le motif, alors il faut être assez vigilant, là. Voilà. C'est Eros, qui joue du flutio, un instrument de musique où on pense, et avec 2 petites ailes derrière, là. Donc en fait, cette lampe, c'est une reproduction assez récente. On en a plusieurs dans le musée, mais celle-là a été trouvée il y a pas longtemps, il y a 3-4 ans.
dans une urne funéraire, enfin dans une tombe. C'était une espèce de caisson en pierre, à l'intérieur avec une urne en verre, et donc des offrandes. On a retrouvé cette lampe. À chaque fois qu'on trouve une lampe en archéologie, c'est une nouvelle. C'est assez rare d'en trouver les mêmes. Quand on parcourt les musées, c'est vrai qu'il y a souvent des lampes différentes. Il devait y en avoir énormément. Donc voilà, nous avons démoulé nos deux parties et donc nous allons les coller avec cette fameuse barbotine. Donc la barbotine, c'est de la même terre qui est liquéfiée. La colle du potier, qu'on applique comme ça. Voilà. Et on va venir appliquer le disque sur le réservoir. Donc là, elle est collée. Il ne reste plus qu'à faire les trous sur le disque. Le trou de coulée, c'est pour justement y couler l'huile dans la lampe, comme un entonnoir. Elle va se remplir tout en laissant la lampe allumée, dont la mèche sortira par ce trou-là. Voilà. La lampe est prête à sécher et une fois sèche, à enfourner dans le four à 1200 degrés. Ça dure bien 24 heures, hein, ça monte tranquillement jusqu'à 1200 et ensuite ça redescend le lendemain et votre lampe est cuite. Et là, nous avons celle qui est cuite avec l'huile. On voit bien que c'est humecté d'huile. Et donc, on va essayer de l'allumer. La mèche en coton. Alors, on va allumer cette lampe avec un silex. Dans l'autre main, du fer. Et là, on obtient des très belles étincelles chaudes. Donc, pour captiver l'étincelle, on prend ce fameux amadou, du champignon l'amadouvier, qu'on trouve sur les arbres. Et là, c'est parti. Donc, on a préparé la paille. Hein. On met notre petite braise à l'intérieur. Et là, je vais essayer, avec une allumette soufrée, on a appliqué du soufre sur l'allumette, les Romains faisaient ça, pour ensuite emmener à la lampe. Voilà, l'allumette soufrée qui fonctionne bien. Ah, vous voyez que c'est parfait. On y voit mieux tout de suite. L'influence romaine ne s'étend pas jusqu'au relief montagneux de l'Est, réservé alors aux seuls bergers. Visible depuis Vaison comme d'à peu près toute la région, le mont Ventoux était connu par les Gallo-Romains, qui le fréquentaient peu, effrayés par les mystères de la forêt profonde et les légendes qui y sont rattachées. Aventurier spécialiste de l'étude des traces de vie animale et végétale dans la région, Daniel Villanova est une véritable encyclopédie du vivant. Accompagné de son élève Hugo, il ouvre la route vers la forêt en nous racontant son histoire. Si on prend à l'époque romaine, le paysage que nous on a aujourd'hui sur le Ventoux, eh bien nos anciens, ils ne voyaient pas du tout ça. Donc ils avaient quelque chose qui était peut-être beaucoup plus en forêt que ce qu'on a aujourd'hui nous ici. Les Romains, les Gaulois ne venaient pas ici. Pourquoi? Parce que la montagne qui est juste derrière, qui est le mont Ventoux, ils considéraient qu'il y avait le dieu de la lumière qui était Vinture. Et donc, comme le dieu était là-haut, ils n'allaient pas les déranger. Tout ce qui était berger, bergerie, se trouvait sur la partie basse. Il y a plutôt que d'avoir des forêts qui poussent de tous les côtés, eh bien, on utilisait les moutons. C'était un moyen qu'ils avaient pour déboiser, pour garder un petit peu les prairies. Les moutons étaient déjà utilisés à cette époque-là pour préserver les milieux.
Ici, on en a une zone qui est une zone loup. Et la présence des loups sur le mont Serein, ça a amené les bergers à changer leur habitude de fonctionnement. Et on a remis les chiens de protection dans les troupeaux. Des Romains, il y a 2000 ans en arrière, c'était des loups qui avaient été croisés entre eux de manière à protéger les troupeaux. Et comme les loups, c'était un petit peu trop gros pour les faire entrer dans les maisons, ils ont croisé les plus petits entre eux, recroisé les plus petits entre eux, et à la fin, ça a amené le chien domestique que nous, on connaît. Mais ils ont été assez forts parce que les loups qui étaient un petit peu guerriers, qui avaient de la masse, qui étaient un peu puissants, ils les ont utilisés sur des combats. C'est-à-dire que tu avais des hordes romaines, donc des carrés romains qui venaient combattre, et avec, tu avais les loups qui étaient présents et qui allaient attaquer. Passé la prairie, les chemins s'engagent sous le couvert des arbres. Pour les anciens, territoire des loups et des esprits de la forêt. Vous avez vu, on a commencé à rentrer dans la forêt. Et naturellement, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un endroit où les arbres étaient le moins serrés, où il y avait le moins de difficultés à marcher. Et c'est tout simplement, si on regarde bien, c'est tout simplement une trace d'animaux qui est ici. Regardez, on la suit, elle descend sur le bas. Et donc, ça s'appelle une sente. Donc, c'est la création d'une sente par un animal. Et si on regarde à travers l'histoire, nos anciens, pour pouvoir avancer, prenaient une trace d'animal. Et au fur et à mesure des années à prendre la trace, sente, sentier. La sente, c'est l'animal. Le sentier, ça sera la trace qui est laissée par l'homme en s'appuyant sur la trace animale au départ. Bon, après, on a autre chose. On a peut-être plus du cerf. On est quand même plus sur du cerf quand même. Ouais, c'est beaucoup plus gros quand même que du chevreuil, donc on n'est plus sur du cerf ou autre chose. D'ailleurs, si on regarde, ouais, on est bien sur de l'herbe, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est bien un herbivore, grosse crotte, c'est pas un petit truc. Hein. Tiens, on va continuer à suivre la trace de cerf et puis on va voir un petit peu ce qu'il nous propose comme itinéraire. A priori, il nous amène vers le bas. Si on prend par exemple à l'époque des Romains, les cerfs n'étaient pas présents sur le site qui est ici. Les forêts étaient trop fermées pour permettre aux cerfs de pouvoir bouger. On avait d'autres cervidés. On avait par exemple du chevreuil qui lui était assez présent. Par contre, les cerfs, ils étaient beaucoup plus bas. Les arbres qui sont présents ici n'étaient certainement pas là à cette époque, il y a 2000 ans en arrière. Loin des reliefs du Ventoux, c'est dans un tout autre territoire que s'est développée l'une des importantes cultures de l'époque. Le long des berges du Rhône, les vignobles romains ont commencé à perdurer au 1er siècle de notre ère. Auparavant, seule la péninsule italienne produisait les vins qui étaient consommés dans tout l'Empire et dont les Gaulois étaient amateurs. À la sortie de Beaucaire, les vignes s'étalent toujours sur la plaine limoneuse que parcourt le Rhône. C'est ici que la famille Durand, viticulteur depuis 3 générations, cultive la vigne sur un site dont on sait aujourd'hui qu'il était utilisé de la même façon par les Romains. Guilhem, le père, est non seulement vigneron, mais aussi particulièrement érudit et passionné d'histoire. C'est ce qui l'a amené à redécouvrir la fabrication du vin par les Romains, en reproduisant notamment un pressoir à l'identique,
à la recherche de goûts disparus. Alors vous êtes dans une cella vinaria, c'est-à-dire une cave romaine qui date de l'époque gallo-romaine et que l'on a reconstituée donc avec les textes d'un certain nombre d'auteurs et surtout la connaissance des archéologues qui ont déjà fouillé des villas et qui ont vu finalement les installations vinaires. Alors ce pressoir qu'on a reconstitué est un pressoir qui est décrit par Caton, 2 siècles avant Jésus-Christ. Vous êtes dans finalement un système caractéristique. Les raisins arrivent dans des paniers en osier. Ils sont renversés dans une grande cuvette qu'on appelle le calcatorium. Là, les esclaves foulent ce raisin au pied et récupèrent environ 50% du jus. Et ensuite, le raisin qui reste avec le 50% de jus qui reste sont mis dans le pressoir. Les Romains sont étonnants parce que comme ils ne savent pas vraiment faire du vin, ils vont chercher les vignerons grecs qui sont bons pour leur apprendre. Et les vignerons grecs eux-mêmes, si je ne pas trompé, étaient allés chercher des vignerons égyptiens. Les Égyptiens maîtrisaient bien la technique du vin. Donc, si vous voulez, il y a une transmission du savoir par les civilisations qui remonte au moins à la civilisation égyptienne, même avant, puisqu'on trace le vin à moins 5000 avant Jésus-Christ. Alors, toutes ces grandes poteries s'appelaient des dolias à l'époque romaine. Et ces dolias permettaient de faire la fermentation du jus de raisin pour faire du vin. C'était pas complètement étanche. On a beaucoup de problèmes d'oxydation à l'époque romaine. Les vins s'oxydent, c'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup d'oxygène, beaucoup d'air, si vous voulez. Et comme ils maîtrisaient très mal les process biologiques, ils mettaient également des plantes pour essayer de donner des éléments de conservation au vin que nous connaissons aujourd'hui et qu'eux ignoraient. À l'époque romaine, on boit beaucoup de vin. Alors, le peuple, entre guillemets, va dans des tavernes pour boire du vin. On vient même dans des propriétés comme celle-ci à l'époque romaine parce qu'on sait que le vin est à son origine et que c'est là où il a le moins chance d'être trafiqué ou frelaté. On en boit quand on est riche, quand on fait partie de la société. Alors, ce cas-là, on sait très codifier. Par exemple, je vous reçois à table aujourd'hui, on est 60. Si vous êtes au bout de la table, vous n'aurez pas le même vin que moi qui suis le maître de maison. Parce que suivant votre rang social, je ne vous servirai pas le même vin. Ensuite, on donne du vin aux esclaves, ça fait partie du jeu et des contrats. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont du vin, qui est souvent du vinaigre, évidemment. Et puis la Légion romaine, qui est une grande consommatrice de vin. Et l'intendant suit avec là aussi des tonneaux et des outres de vin ou de posca ou de vapa, qui sont plutôt du vinaigre que du vin. On savait depuis longtemps qu'il y avait un site gallo-romain au milieu des vignes. Ça avait été repéré en 1906 et le CNRS m'a demandé l'autorisation de le fouiller. Ils sont tombés sur notamment un atelier qui fabriquait des amphores à l'époque romaine pour exporter le vin. Et ils m'ont surtout dit que votre villa était viticole. Et je me suis dit finalement, il y avait un bonhomme il y a 2000 ans qui vivait ici, qui faisait comme moi, qui produisait du vin, qui l'exportait. Et donc, comment faisait-il ? Cette découverte archéologique a poussé les vignerons à tenter l'aventure de la fabrication d'un vin romain. Depuis 25 ans, avec l'appui et le relais de son fils Hervé, Guilhem remet en pratique les méthodes de travail de l'Antiquité et recrée un site viticole sur le modèle de l'époque. Là, nous sommes sur un cépage qui s'appelle le muscat petit grain. Dans les textes, on retrouve l'apiana, qui était un cépage qui attirait les abeilles. Donc c'est pour ça qu'on a planté du muscat petit grain dont les abeilles sont assez gourmandes. Là, on s'est attaché à planter ce petit vignoble d'après un carroyage romain. C'est-à-dire que les souches de vignes sont plantées à 1 mètre sur 1 mètre. Là, on imagine assez bien l'esclave ou le vigneron qui circule dans ces vignes et qui porte un soin particulier à chacune d'entre elles. On est pampre à la main, c'est-à-dire que les petits rejets de vignes qui poussent, on a quelqu'un qui passe et qui va les nettoyer. Voilà, donc ça ce sont des gestes qui étaient a priori les mêmes que maintenant, donc rien n'a changé. Il y a d'autres vignes qui sont plantées et qui poussent en pergola.
vous en avez tout autour. Le principe, c'est que les grappes sont bien aérées, elles sont à environ 2 mètres de haut. Et ensuite, ça favorise la cueillette parce que, au lieu de ramasser en étant accroupi, on cueille les grappes directement à hauteur. Après, ce qui est joli, c'est que là, on a un mariage entre les vignes et les oliviers. Ça cohabite. Ce sont des vignes qui ne sont pas taillées, hein. On les laisse s'agripper. Donc, comme c'est une liane, elle s'agrippe dans les branches des arbres. Il n'y a pas de concurrence forcément entre les deux. Les Romains se servaient des arbres ou des oliviers. En fait, ils croyaient vraiment au mariage des deux. Ils disaient que la vigne allait tirer sa force de l'olivier. Dans les années 70, alors que le grand-père s'occupait de ses vignes, il a par hasard mis à jour des vestiges romains et gallo-romains. Surtout un nombre impressionnant de poteries éparpillées sur le terrain. On a des milliers de petits tessons d'amphore. Donc là, on a un cul d'amphore et puis sûrement un morceau de... Voilà, là pareil, c'est le bas. Il y avait beaucoup d'argile. On est sur une zone où il y a beaucoup d'argile dans les sols. Et donc, le potier romain avait toute la matière première pour fabriquer ces amphores. Ils avaient aussi des réserves d'eau et de l'eau qui récupérait des toits avec des citernes. Mais donc, il y avait les 3 éléments pour fabriquer l'amphore, le bois, l'eau et l'argile, et la main du potier pour fabriquer les amphores. On va marcher sur les murs des fondations. Alors là, on a un premier four. On l'imagine, hein. Toute la partie centrale, c'est là qu'était enfourné, j'allais dire, le bois. Mais il y avait ce qu'on appelle une sole, donc c'était une surface plate. Donc on ne pouvait pas rentrer comme je le fais, mais à peu près à ce niveau-là, il y avait une surface plate avec des petits trous. Et il y avait des couloirs, comme des couloirs sur les côtés qui permettaient de ramener l'air chaud au-dessus. Et c'était construit un peu comme un grand four à pain, mais c'était un immense four. Et les amphores étaient empilés à l'intérieur du four pour être cuites. Il y a 2000 ans, ça vivait, ça grouillait ici, il y avait des enfants, il y avait des potiers. On fait le même métier qu'eux. On fabrique plus d'amphores, mais on met nos vins dans des bouteilles. Par contre, les gestes du vigneron restent à peu près les mêmes. Une autre facette importante de la culture romaine vient tout naturellement avec le vin, la cuisine. Riche et variée, elle continue de séduire les amateurs à travers des recettes héritées du cuisinier de l'empereur Tibère, Apicius. À proximité du site antique de Glanum, où elle a exercé ses talents de cuisinière, Mireille Cherubini réinvente et popularise les fondamentaux de la cuisine romaine, sur laquelle elle a aussi publié un livre. Oui, alors là, je vais vous préparer une recette de globi. Les globis, ce sont des sortes de petits beignets, en fait, et ça se mange chaud. C'est une recette de Caton l'Ancien, et il dit vraiment déguster dès que c'est prêt. Donc, on va prendre environ 125 grammes de semoule et environ 250 grammes de brousse. Un tout petit
petit peu de sel, même si c'est une recette sucrée au départ. Et la brousse de brebis, évidemment. Alors les Romains connaissaient déjà le fromage, le fromage frais, surtout de chèvre ou de brebis. Alors Caton l'Ancien a écrit un traité d'agronomie. Et comme tous les autres agronomes, Varron, Palladius, Columel, ils ont aussi, au milieu des techniques agricoles, ils ont donné quelques recettes. En général, les recettes de Caton sont un petit peu rudes, un peu rustiques. Je préfère les recettes d'Apicius, mais celle-ci est sympathique. Mais Apicius était donc cuisine de l'empereur Tibère, donc 1er siècle après Jésus-Christ. En fait, on a simplement le livre d'Apicius où il y a entre 400 et 500 recettes. Mais c'est le seul livre que nous ayons. On a plein de données sur tous les mets de l'époque romaine. Mais les recettes de cuisine, on est à l'affût. Les boulettes, c'est à manou. Hein. C'est l'expression à manou, c'est à la main. Alors pour les ingrédients, on avait bien sûr tout ce qu'on avait sur place, hein, les herbes, les aromates, le fromage, l'huile d'olive, bien sûr. Mais les riches romains étaient très friands de tout ce qui pouvait venir de très loin. L'important pour eux, c'était la provenance. Plus c'était loin, plus c'était cher, plus c'était luxueux, plus c'était attrayant. Et dans les recettes d'Apicius, on trouve en moyenne une dizaine d'ingrédients. Et la plupart des ingrédients sont des ingrédients aromatiques, en fait. Donc vous pouvez voir côtoyer le miel avec des herbes de Provence et du gingembre, du poivre. Parce qu'à l'époque, le poivre était une épice exotique. Voilà. Bon, je vais le mettre à frire. C'est à cette époque que sont arrivées les cerises, les pêches de Perse, les abricots d'Arménie. Et ils les ont acclimatés et ils ont commencé à les cultiver. Des concombres, du fromage, du vin, des salaisons. Les Romains n'avaient pas ni le couteau ni la fourchette. Le couteau existait en cuisine, bien sûr, mais pas la fourchette. Donc pas de fourchette, donc on se servait avec les doigts. Mais on avait aussi une cuillère qui avait cette forme-là, la cochléar, en fait avec un cuilleron et un pic au bout, pour prendre les sauces et pour piquer les morceaux, et à la fin des repas pour se curer les dents. La cochléar est aussi une unité de mesure, hein, comme nous on dit une cuillère, une cuillerée, voilà, c'est pareil. Donc on va utiliser notre petite cochléar pour mieler nos globis. Moi, je dis que c'est une cuisine méditerranéenne et exotique avec les épices qui venaient d'Orient, avec le commerce. Donc, il y a déjà tous les ingrédients de la Méditerranée. Donc, c'est mes racines, ça me plaît beaucoup. L'huile d'olive, le fromage de chèvre, les herbes, tous les fruits de mer. Les nouveaux ingrédients tels la tomate, la courgette, le poivron, qui font la cuisine méditerranéenne actuelle, n'existaient pas à l'époque. En moyenne, dans les recettes d'Apicius, il y a une dizaine d'ingrédients très variés et ça crée des nouvelles saveurs. Si vous avez 2 ingrédients, ensemble, ça vous crée une 3e saveur. C'est pas 1 plus 1, c'est autre chose. Je me suis dit que j'étais une Romaine parce que j'adore cette cuisine et elle me ressemble beaucoup. C'est à la fois originale, très savoureuse. Apicius, parfois, à la fin de ses recettes, dit « et personne ne reconnaîtra ce qu'il mange ». C'était le but de créer des nouvelles saveurs et surtout d'étonner ses convives. Voilà, les globis. Comme tous les chemins mènent à Rome, tous les sentiers de la Provence nous ramènent à Vaison, et au sein même de la romanité provençale dans la cité antique.
Sur les pas de l'empereur Adrien, dont de multiples statues ont été retrouvées, Valerio Bello incarne le chef de guerre accompagné de sa garde prétorienne. Mais à l'époque impériale, les empereurs portaient la couronne de laurier. Cette fameuse couronne de feuilles de laurier représente tout simplement la victoire divine, comme quoi je suis un mortel représentant des dieux sur la terre. Et bien sûr, l'uniforme de l'empereur est complètement d'origine grecque. Je suis habillé à la mode grecque. Vous prenez les casques de la Légion romaine, ils sont tout simplement une copie reprise du casque gaulois. La cotte de maille qu'on retrouve juste au Moyen-Âge, elle était à l'origine celte et les Romains l'ont intégrée dans la Légion. Les glaives de la Légion romaine sont d'origine espagnole. Praetoriane! Signa, sursum! Movete! L'armure, c'était pour les grandes cérémonies, les grands triomphes, les retours de l'empereur à Rome, ou pour les salutations ou décorations devant les armées. Mais lorsqu'on touchait le côté politique, le côté religieux, on portait la toge. L'empereur était aussi le chef spirituel du titre de Pontifex Maximus. Pontifex Maximus veut dire grand chef spirituel. Sur cette table, vous avez différents objets de culte. Vous avez l'aspergiculum, cet objet. Ça ressemble à un objet pour repousser les mouches. Mais cet aspergiculum, pour l'empereur, servait pour bénir les lieux. Un peu comme le rameau. Ça s'en servait pour bénir un temple. Il s'en servait pour bénir une étendard romaine en le trempant dans de l'eau sacrée. On y mettait cette eau dans ce canthare de bronze. Ils bénissaient, donc ils aspergeaient les objets avec de l'eau sacrée pour bénir. Mais il avait aussi l'encens. On prenait cette fameuse encens qui est de la résine de balsamicus, connue depuis l'Égypte antique. Et ensuite, elle était brûlée dans le feu sacré. Quand l'empereur commençait à pratiquer la bénédiction pour consacrer un lieu, il invoquait tout simplement les dieux, les augures pour connaître l'avenir. Ce symbole, qui s'appelle le litus, en quelque sorte, c'est l'ancêtre de la crosse des évêques. Et l'empereur, lorsqu'il invoquait ses prières, le présentait dans le ciel pour lire dans les cieux le vol des oiseaux. Après, nous avons les sceptres qui représentent les différents titres du pouvoir de l'Empire. Et on va commencer par le sceptre du grade moins important pour ordonner. C'était un petit peu le bâton de commandement du civil. Un administrateur, un homme de province, même un riche citoyen dans sa villa, avait cette fameuse canne pour faire comprendre « je suis le patron de maison, si on ne m'écoute pas, je vous en mets un coup dessus ». Là, vous avez le vitis. C'est le bâton de commandement du centurion. Celui-là en particulier est décoré par un pommeau en bronze avec la tête d'Apollon ici, un bout avec des formes de feuilles d'acanthe. C'est un vitis qu'un centurion reçoit après de longues années de service, comme quoi il a été noble dans son service. Vous avez le bâton des sénateurs, donc les hommes qui étaient de la haute administration du palais. Ces hommes voilà, avaient des bâtons de noblesse. Et les pommeaux étaient des têtes d'empereurs. Et là en particulier, vous avez la tête de l'empereur Adrien. Vous voyez, il y a une cavité. Tout simplement parce qu'on y glissait les deux doigts à l'intérieur ici, et on y posait le pouce par-dessus. Et lorsque l'empereur était devant lui, le sénateur faisait valoir « Moi, sénateur de Rome, je te suis fidèle, César. » Parce que s'il mettait la main par-dessus, ça veut dire « je t'écrase, je ne te respecte pas ». Pour ces passionnés de l'Antiquité, pas question d'une entorse à la vérité historique. Chaque objet, chaque vêtement est réalisé selon les méthodes propres aux Romains, avec les matériaux dont ils disposaient, sur des modèles historiquement validés. C'est aussi pour cela que Valerio est aujourd'hui le seul Français autorisé à participer aux commémorations nationales du Colisée romain, dans son habit d'empereur pesant tout de même plus de 40 kilos.
Je suis un personnage du XXIe siècle, passionné de l'histoire romaine. J'aime lire les livres d'histoire. Et là, je me dis, je suis habillé avec les tenues de l'Antiquité et je me trouve dans le lieu même du personnage que j'aime représenter, l'empereur Hadrien. Dans ces territoires si romanesques qu'ils ont inspiré nombre de poètes et d'auteurs, la longue collaboration entre Gaulois et Romains a durablement marqué la région. C'est ce que nous apprend Vaison-la-Romaine, mais aussi tous les grands sites classiques qui parsèment la Provence, cet endroit si particulier de France, dont le nom même nous transporte au plus profond des racines de notre histoire.